Le 14 septembre 2018, juste avant 21h, un appel arrive au 911 depuis une maison de Tecumseh dans le Michigan. Au téléphone, l'homme hurle. Il dit que sa femme vient d'essayer de mettre fin à ses jours. 911, what is the address of your emergency? Hello? Hi, this is 911. My wife tried to kill herself. She's in the fucking basement. How is she trying to kill herself? She tried to hang herself. I fucking ran down there. I pulled her off and Okay, does she have a noose around her neck right now, or? She did. I pulled her off. She had her extension cord. Can somebody call pulled her off. I tried to give her CPR. I don't feel a pulse. What's her name? You don't feel a pulse, you said? No, I don't. I can't go down there because the phone doesn't work down there. What do I do? What I need you to do is go down there Oh, and see if she's breathing. she's not. She's not. Do you know how to do CPR? Yes, I did. I did. Okay, At least 5 go ahead. Okay, go down there and start CPR, and I'll get him on the way, okay? Can you do that for me? Sir, go downstairs and start CPR if she's not breathing, okay? And we'll get him on the way. Can you hear me? I hear you. I'm doing CPR. Please stop. Okay. Keep doing the CPR until we get there. Quelques minutes plus tard, un premier policier entre dans la maison. Et ce qui le frappe en premier, ce n'est pas le bruit, c'est l'absence de bruit. La maison était calme, trop calme. Le policier annonce sa présence. « Police, police !» Et là, il entend une voix sourde qui vient du sous-sol. Il descend les marches. En bas, il trouve un homme à genoux sur le sol. Il était en train de faire un massage cardiaque à sa femme. Elle s'appelait Amy Allan. Elle avait 34 ans. Une rallonge électrique était enroulée autour de son cou. Au début, tout ressemble à une scène de suicide. Un mari paniqué, une femme pendue, un sous-sol sombre, une urgence. Mais quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivent et reprennent la réanimation. Et l'un d'eux annonce qu'Amy n'est pas morte. Elle a encore un pouls. Elle se bat encore. Et à ce moment-là, la réaction du mari ne ressemble pas vraiment à celle qu'on attendrait dans un moment pareil. Parce que dans cette affaire, le problème n'était pas seulement de comprendre comment Amy était morte. Le problème, c'était de comprendre pourquoi la scène avait l'air d'avoir été entièrement fabriquée. Mon nom est SH. Si vous êtes fan de True Crime, vous êtes au bon endroit. C'est exactement ce que je fais ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Amy Allan venait de Floride. Et très tôt, sa famille doit faire face à quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. À 13 ans, alors qu'elle était encore au collège, Amy tombe enceinte. Elle donne naissance à un garçon, Caleb. Pour ses parents, Jules et Jeanne Winchester, c'était un choc. Mais ils ne la laissent pas seule. Ils l'aident, ils l'épaulent au quotidien, prennent le relais quand Amy ne pouvait pas tout gérer. Amy avançait donc dans la vie avec une responsabilité immense, très tôt. Elle n'était pas encore adulte, mais elle était déjà maman. Quelques années plus tard, au lycée, à Ocala, en Floride, Amy rencontre un garçon, James David Allan. Son nom officiel, c'est James David Allan, mais tout le monde l'appelle Jimmy. Jimmy accepte Amy avec son fils. Et pour Amy, ce détail compte. Parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas seulement une lycéenne qui tombe amoureuse. Elle était une jeune mère avec une histoire compliquée. Et Jimmy ne semblait pas reculer devant cette situation. À 19 ans, Amy tombe enceinte de Jimmy. Le couple se marie et ils construisent une famille. Amy reste à la maison pour élever Caleb et leur fille Ashley. De l'extérieur, Jimmy pouvait donner l'image d'un homme stable. La mère d'Amy, Jeanne, disait qu'il travaillait dur, qu'il subvenait aux besoins de sa famille. Il tenait la maison. Il aimait que les choses soient sous contrôle. Jimmy se décrira plus tard à la police comme quelqu'un de très structuré, une personnalité rigide, quelqu'un qui aime l'ordre, qui aime améliorer les choses et aussi améliorer les gens autour de lui. Mais derrière cette stabilité, autre chose apparaissait. Parce que ce que Jimmy appelait structuré, les proches d'Amy le décrivaient autrement. Il parlait de contrôle. Et dans une maison comme ça, le contrôle ne s'impose pas forcément par des cris ou de la violence visible. Il s'impose par des règles. Des petites règles. Partout, tout le temps. Caleb, le fils d'Amy, raconte plus tard que dans cette maison, il fallait demander la permission pour presque tout. Il dit on ne pouvait pas manger sans demander. Il fallait demander pour faire quoi que ce soit. Quand il était puni, selon lui, il devait rester assis sur son lit pendant des heures, sans bouger, à regarder le mur.
Amy, de son côté, essayait parfois de défendre son fils. Elle en parlait à sa mère Jeanne, mais à la fin, les décisions revenaient toujours à Jimmy. C'était lui qui décidait. Dans ces moments-là, les règles ne servent plus seulement à organiser la vie quotidienne, elles servent à rappeler qui a le pouvoir. Et Caleb finit par ne plus supporter cette vie. À 17 ans, il décide de partir. Il claque la porte et va s'installer chez ses grands-parents. C'est le début d'une forme de rupture. Jimmy exige alors d'Amy qu'elle coupe les ponts avec Caleb et avec une partie de sa propre famille. Amy se retrouve prise au piège. D'un côté son mari, de l'autre son propre fils. Et au milieu, une famille où chaque décision semblait passer par la volonté d'un seul homme. Et puis il y avait cette dispute, une ancienne dispute entre Jimmy et Caleb. Une dispute de famille qui avait dérapé. Jimmy avait attrapé le jeune homme par derrière et il l'avait soumis avec une prise d'étranglement. Un geste violent, précis. Un étranglement par derrière. À ce moment-là, ce n'était qu'un conflit familial de plus. Mais des années plus tard, quand la police cherchera à comprendre comment Amy a pu mourir, l'histoire de cet incident va tout changer. Parce que la théorie des enquêteurs ne reposait pas sur une arme à feu, pas sur un couteau, pas sur du sang. Elle reposera sur cette prise d'étranglement, un bras autour du cou et une scène de crime arrangée après coup. Environ un an avant la mort d'Amy, la famille quitte la Floride pour s'installer dans le Michigan. Jimmy venait d'obtenir un travail dans la production vidéo, dans la région d'Ann Arbor. Pour lui, c'était une opportunité très importante. Il s'installe à Tecumseh, une petite ville du Michigan, dans une maison sur North Maumee Street. Pour Amy, ce déménagement change beaucoup de choses. Elle se retrouve loin de sa famille, loin de ses repères, loin de ses parents qui l'avaient aidé à élever Caleb et de ses amis. Elle était isolée. La défense dira plus tard qu'Amy s'adaptait mal au Michigan, qu'elle sortait moins, qu'elle était plus isolée, qu'elle buvait davantage, que l'éloignement familial pesait lourdement sur elle. Et c'est un point important. Parce que plus tard, la défense insistera beaucoup là-dessus. Elle dépeindra Amy comme une femme en détresse. Une femme coincée dans une vie devenue insupportable, mais pas à cause de son mari. À cette période, Amy se réfugie dans son jardin secret. Depuis environ 3 ans, elle entretenait une relation en ligne avec un homme prénommé George. Ils s'écrivaient constamment. La procureure, Angie Border, s'expliquera plus tard qu'il y avait énormément d'échanges et qu'ils s'étaient même vus à plusieurs reprises. Amy envisageait d'ailleurs de le retrouver en octobre 2018. Quand les enquêteurs découvrent cette relation, ils pensent immédiatement à un mobile. Est-ce que Jimmy a découvert cette double vie ? Est-ce qu'il a agi sous le coup de la colère ou de la jalousie ? C'est une hypothèse évidente, mais elle se heurte à un fait dérangeant. Lorsque la police parle de George à Jimmy pour la première fois, il semble sincèrement surpris. Il répète qu'Amy n'aurait pas pu faire une chose pareille, qu'elle n'en avait pas la capacité. Alors la jalousie n'explique pas tout, le mystère reste entier. Et pour le résoudre, il faut se pencher sur une fenêtre de temps très précise. Moins d'1 heure. 1 heure qui sera déterminante et fera tout basculer. Le 14 septembre 2018. La soirée commence comme une soirée ordinaire en famille. Vers 18h30, ils déposent leur fille Ashley et une amie à elle au match de football du lycée. Ensuite, ils s'accordent un moment à deux. Ils vont dans un bar du coin, prennent un verre. Ils ont l'air d'un couple tout à fait normal. Mais dans le bar, Amy continue d'envoyer des messages à George. Puis une dispute éclate. Jimmy expliquera plus tard qu'il parlait de l'avenir. Il voulait vendre la maison, déménager encore et peut-être aller en Caroline du Nord. Mais Amy refusait. Elle ne voulait plus le suivre. Et elle lui a lancé cette phrase. « J'espère que ça marchera pour toi. » Une phrase simple mais glaciale. Elle ne disait pas « nous allons déménager ensemble et continuer d'avancer ». Elle disait « tu partiras seul ». Avant 20h, ils quittent le bar. Amy décide de rentrer à pied. Jimmy prend leur voiture. À 19h51, une caméra de surveillance filme Amy qui marche dans la rue, en direction de la maison. C'est la dernière image d'elle vivante. Jimmy arrive le premier, puis Amy rentre à son tour. Selon la version de Jimmy, Amy descend tout de suite au sous-sol. Lui reste en haut, il regarde la télévision dans le salon. Il affirme qu'il essaie de descendre pour lui parler, mais qu'elle le rejette violemment. Elle l'insulte et elle veut qu'il la laisse tranquille. Alors il remonte. Il se remet devant la télé. Puis il se dit qu'il va bientôt falloir aller chercher leur fille au match. Vers 20h40, il redescend au sous-sol. Et là, il dit qu'il se fige. Amy est suspendue dans le vide. Une rallonge électrique enroulée autour du cou, reliée à un crochet fixé dans les poutres du plafond.
Il dit qu'il se précipite, qu'il la décroche, la pose au sol et commence à lui faire un massage cardiaque. Juste avant 21h, il appelle les secours. Le premier policier, B.J. Horn, arrive sur place en quelques minutes. Il entre. La maison est plongée dans un silence complet. Pas de cris, pas de bruit de lutte, rien. Le policier annonce sa présence. « Police, police !» C'est seulement à ce moment-là que la voix de Jimmy lui répond depuis le sous-sol. Le policier descend les marches. En bas, Amy est allongée sur le sol. Jimmy est à genoux à ses côtés en train de faire les gestes de réanimation. Les ambulanciers arrivent à leur tour. Ils prennent le relais. Le policier fait monter Jimmy dans la cuisine pour laisser travailler les secours. Dans la cuisine, Jimmy s'effondre. Il gémit, il crie sa détresse, il s'écroule sur le sol. Mais le policier remarque un détail étrange. Jimmy n'a pas de larmes sur le visage. Alors bien sûr, ce détail seul ne prouve rien. Tout le monde ne réagit pas de la même façon sous le choc. Certains pleurent, d'autres se figent. Mais dans la pièce d'à côté, un secouriste crie une nouvelle inattendue. Amy a encore un pouls. Elle respire. Elle n'est pas morte. Et là, Jimmy lâche cette phrase. Quoi, mais c'est quoi ce bordel? Ce n'est pas le cri de soulagement d'un mari qui réalise que sa femme peut être sauvée. C'est autre chose. C'est la réaction de quelqu'un dont le plan vient de dérailler. Amy est transportée en urgence à l'hôpital de Tecumseh, l'hôpital Promedica Eric, puis héliportée vers l'hôpital universitaire d'Ann Arbor. Elle est en vie, mais son cerveau est gravement endommagé. Pendant ce temps, la famille d'Amy n'est pas au courant. Personne ne les appelle. 14 heures s'écoulent avant qu'ils ne reçoivent enfin un coup de téléphone. Et ce n'est même pas Jimmy qui les appelle, c'est son père. Il leur annonce froidement qu'Amy est morte. Sauf que c'est faux. À ce moment-là, le cœur d'Amy bat encore sous respirateur artificiel. La famille se précipite à l'hôpital. Sa sœur, Heather Krug, racontera plus tard qu'on leur a juste dit qu'elle était morte, alors qu'elle luttait encore pour sa vie. Ils arrivent juste à temps pour lui dire un dernier adieu. Le 17 septembre 2018, les médecins débranchent les machines. Amy Allan s'éteint. Elle avait 34 ans. Immédiatement, ses proches vont voir la police. Ils disent que cette pendaison est impossible, qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison. Mais le doute plane encore. Une semaine après le drame, Jimmy rassemble ses affaires, prend sa fille Ashley et retourne s'installer en Floride à la demande de ses parents. Il s'éloigne du Michigan et des enquêteurs. Mais la police du Michigan, elle, ne lâche pas l'affaire. Et le sergent Larry Rothman va examiner la scène de très près. Au départ, même les enquêteurs regardent le dossier comme un possible suicide. Un appel au 911, une femme retrouvée avec une rallonge autour du cou, un mari qui dit l'avoir décroché, une dispute dans la soirée, la thèse pouvait sembler plausible et tenir la route. Mais les premiers secours, le personnel médical et les enquêteurs remarquent vite plusieurs incohérences. D'abord le sous-sol. Le plafond était très bas. Les poutres du plafond étaient presque à portée de main. Jimmy affirmait qu'Amy était suspendue dans le vide, les pieds décollés du sol. Mais avec cette hauteur sous plafond, la scène devient difficile à croire. Ensuite, la rallonge. Elle était encore autour du cou d'Amy, mais les nœuds ne semblaient pas aussi serrés que ceux à quoi les secours s'attendaient pour une pendaison. Et sur place, les marques extérieures visibles sur son cou étaient partielles, voire totalement absentes, alors que Jimmy décrivait une rallonge profondément enfoncée dans son cou. Puis il y avait la chronologie des faits. Une caméra de surveillance filme Amy à 19h51 en train de marcher vers la maison. Dès qu'elle franchit la porte, son téléphone et sa montre connectée cessent toute activité. Plus rien. Jimmy affirme l'avoir découverte à 20h40. La fenêtre de temps est infime et la théorie est bancale. Mais c'est là que la police de l'État du Michigan intervient pour prêter main forte à la police locale de Tecumseh. Le sergent enquêteur Larry Rothman commence à regarder la scène sous un angle purement physique. Il ne s'intéresse pas seulement à ce que Jimmy raconte. Il veut savoir si son récit est compatible avec la pièce, la hauteur sous plafond, la rallonge et le corps d'Amy. Les enquêteurs font tester une rallonge identique à celle du drame. Et les résultats sont catégoriques. Avec le poids d'Amy et l'élasticité du plastique, la rallonge s'étire. Ses pieds auraient dû toucher le sol. Autrement dit, la scène décrite par Jimmy ne collait pas du tout. La rallonge mentait, ou plutôt elle disait autre chose. En revanche, les médecins légistes découvrent d'autres éléments en examinant le cou d'Amy. À l'intérieur de sa gorge, les tissus sont profondément endommagés. Le cartilage de sa thyroïde présente une fracture. Ces blessures internes ne correspondent pas à une pendaison douce. Elles correspondent à un étranglement par derrière.
Une prise au cou puissante, exactement le genre de prise que Jimmy avait déjà infligée à son beau-fils Caleb lors de leur dispute familiale. Pour l'accusation, l'histoire est claire. La dispute commencée au bar se poursuit à la maison. Jimmy étrangle sa femme jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Puis il la descend au sous-sol, enroule la rallonge autour de son cou pour faire croire à un suicide. Et là, il attend. Il attend que le temps passe avant d'appeler le 911 pour être sûr qu'elle ne revienne pas. Mais il calcule mal. Amy lutte et elle respire encore quand les secours franchissent la porte. En 2020, après 2 ans d'enquête minutieuse, la police arrête James David Allen. Au procès, la défense joue sa carte. Elle rappelle qu'Amy était isolée, qu'elle vivait mal le Michigan, qu'elle buvait, qu'elle avait une liaison secrète en ligne avec George. Elle soutient qu'elle s'est ôté la vie par une pendaison basse. Une pendaison basse, c'est se pendre en gardant les pieds au sol. Elle rappelle surtout que le premier médecin légiste, ayant pratiqué l'autopsie, ne concluait pas formellement à un homicide, laissant une zone d'ombre. L'accusation réplique que Camille n'avait aucun antécédent connu de tentative de suicide, aucun historique médical ou psychiatrique allant dans ce sens, et qu'elle n'avait laissé aucun mot d'adieu. La fille du couple, Ashley, témoigne même en faveur de son père. Elle le soutient. Et c'est peut-être ça qui est le plus terrible dans ces drames familiaux. Les lignes de fracture ne séparent pas seulement les coupables et les victimes, elles coupent les familles en deux. Une fille qui doit choisir entre la mémoire de sa mère morte et la survie de son père accusé. La défense compte aussi sur le témoignage d'un médecin légiste de renom, le docteur Francisco Diaz, chef de service à Washington DC. Il doit appuyer la thèse du suicide par pendaison basse. Mais la veille de son passage à la barre, ce médecin est hospitalisé en urgence. Les avocats de Jimmy envisagent alors plusieurs options. Demander un report du procès, une annulation, un témoignage à distance, ou faire lire une simple lettre d'opinion qu'il avait rédigée avant le procès. Ils choisissent de faire lire la lettre. Mais une simple lettre lue au juré manque cruellement de force face aux questions serrées de l'accusation. Le 24 septembre 2021, le jury rend sa décision. James David Allen a été acquitté du meurtre avec préméditation, mais il a été reconnu coupable de meurtre sans préméditation au second degré. Le 21 octobre 2021, le juge Michael R. Holzhauer le condamne à une peine de 20 à 45 ans de prison. James Allen fait appel de la décision, contestant le travail de ses avocats. Mais le 11 avril 2024, la Cour d'appel du Michigan confirme sa condamnation. Aujourd'hui, James Allen est derrière les barreaux. Et il ne reste de cette affaire que des questions sans réponse. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous semble le plus marquant. Est-ce l'incohérence dans les déclarations de Jimmy ou sa froideur quand on lui annonce que sa femme respire encore? Et moi, ce qui me reste en tête dans cette histoire, ce ne sont pas les nœuds ou la hauteur du plafond. C'est ce cri de Jimmy quand il apprend qu'elle respire. Pas un cri de soulagement, un cri de surprise. Si vous aimez les récits criminels sombres et mystérieux racontés en français, vous trouverez toute ma playlist sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était SH. Bye bye.